si je te dis genre tu m'enlèves Copilot par exemple, c'est compliqué. Ah ouais, non là t'abuses. C'est compliqué, pourquoi ? Non là t'abuses. Pourquoi je t'explique ? Ça fait que un an que c'est là Copilot. Ça aurait dit le gars... Non, moi j'utilise un peu plus que ça quand même. Mais je suis en train de prompter, d'expliquer un problème que j'ai. Tu vois. Ça peut être des fois avec C++, tu te prends les pieds tu te prends le pied dans le tapis avec la mémoire. Et des fois en réexpliquant des choses, il va me dire bah là tu crois comprendre, tu m'expliques un truc que tu crois comprendre qui n'est pas ça. Donc c'est un peu le premier use case, c'est le petit canard. Ouais. Qu'avant on essayait de se poser puis du coup de se faire chemin mental. Sauf qu'en plus là, quand on va prompter, le canard va nous dire « Ah mais là je pense que ce que t'avais pas compris c'est qu'en fait c'est pas pour ça mais c'est fait pour ça. » Au final c'est le nouveau Stack Overflow. Enfin, avant t'avais juste la même chose avec Stack Overflow, les juniors ils copiaient... Copy-paste. Copy-paste, là t'es juste... Salut à tous, bienvenue dans le 8e épisode de MV Podcast, ou le 3e épisode de la 2e saison. Ça dépend comment vous le voyez. Dans ce podcast, on essaie de parler tout simplement de la next step qu'on peut avoir envie d'atteindre quand on est développeur. Elle peut être de n'importe quel ordre. Ça peut être, on est software engineer, on veut devenir senior software engineer. Ça peut être qu'on est DevOps et finalement on veut revenir dans le dev, ou l'inverse, on est DevOps et on veut devenir engineering manager, peu importe. Et pour la petite histoire, Olivier et moi, on a eu en fait des parcours très différents. Mais on n'est jamais vraiment resté au même poste. Alors Olivier, je te laisserai t'exprimer plus tard ou peut-être dans les prochains épisodes. Mais moi j'ai commencé en étant front, ensuite j'ai été full stack en faisant du DevTools et maintenant je suis plutôt dans tout ce qui est systems programming. Donc vraiment il y a des jobs qui ne se connectent pas forcément ou qui ont un petit peu de lien mais pas trop. Et finalement c'est un peu pour ça qu'on a décidé aussi de partager plein de choses avec vous. C'est parce que on a réussi au fur et à mesure du temps à trouver les opportunités qui nous convenaient. Et voilà, moi il y a un des trucs importants dans le travail, c'est de faire un truc qu'on aime et d'être animé par la passion. Et voilà, et c'est pour ça que moi en tout cas je suis là aujourd'hui. Donc voilà, accompagné de mon acolyte habituel, Olivier. Salut les gars. Enfin bon. Yes. C'est cool, très belle intro pour le coup. J'aime beaucoup. Yes. Ok, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà enchaîner, avec la première section qui est, comme d'hab, tout ce qui se passe sur les réseaux. Et moi, là, ce dernier mois, puisque ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés quand même, j'ai une question qui revient très 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 souvent. Et je pense que même toi, un jour, tu me l'as posée, si je me rappelle bien. Et dans tous les cas, il y a quelqu'un qui me la pose tous les 2-3 mois. C'est... Mais dis donc, je suis dev, je sais faire plein de trucs, mais j'ai envie d'apprendre un nouveau langage. Sur quoi je devrais aller ? En termes de carrière, c'est un bon choix. Tu vois. Donc ça, c'est... on a eu cette discussion, ça. Ouais, je me rappelle. C'est douloureux cette discussion. Exactement. Et je pense que ça fait partie des discussions existentielles de chaque développeur. C'est normal. Il y a tellement de technologies, ça avance. Il y a des posts, tu vois passer, des nouveaux titres. Il y a tellement de trucs qui se passe dans le monde de la tech, que je pense que ça peut être important de donner notre avis au grand public, tu vois, à ce niveau-là, et puis comme ça laissera aussi les gens se faire leur propre avis, et espérons, les aideront à avancer dans leur carrière. Ok, du coup tu veux... Moi, c'est la question que je pose, maintenant je te donne... J'aimerais que tu donnes la réponse en premier, et comme ça je donnerai mon avis aussi. D'accord. Alors, je crois qu'en fait, la seule bonne raison de se poser cette question-là, c'est parce qu'on a un contexte avec un job particulier. Et le langage est une porte d'accès vers ce job-là. Je vais donner mon exemple à moi, pour React et JavaScript. Il était crucial pour moi de l'apprendre parce que c'était super demandé sur le marché, donc c'était ma technique pour m'insérer dans le marché. Donc si tu connais ton marché et que tu as étudié ton marché, dans ta ville, dans ton pays, là où tu as envie d'être, ou plutôt là où tu voudrais t'expatrier par exemple. Tu as remarqué qu'en Thaïlande, les gars, je dis, tu vas me corriger, c'est pas la vérité, mais que les gars ils étaient à fond sur PHP. Et que tu veux faire un job en Thaïlande, tu veux montrer. Forcément, arriver avec des connaissances en PHP, ça va te permettre de prendre le job, tu vois. Maintenant, en fait, il faut que ce soit motivé soit par ça, soit par le fait que apprendre ce langage-là va te permettre de toucher à des connaissances. Autre exemple, t'es un web développeur et tu veux t'orienter vers la progress system. Apprendre C,
ça va inévitablement te confronter à des problèmes que les ingénieurs systèmes peuvent rencontrer au quotidien. Et donc du coup, le langage devient un véhicule pour aller vers cette volonté qui est de te reconvertir ou de compléter ton espace de connaissances. Maintenant, si t'as appris JS et tu t'ennuies un peu, tu voudrais un nouveau langage, là c'est un peu différent. Et après, je pense que finalement le plus important, c'est pas les langages en eux-mêmes, ça va être le domaine dans lequel tu te retrouves. Parce que finalement, que tu fasses une API REST en Node ou en C# ou même en Rust, finalement, ça te regarde un petit peu. Ce qui est important, c'est que tu puisses exposer un service HTTP et que les gens puissent consommer. Et c'est peut-être ça qui va compter le plus. Finalement, l'utilisateur final, des fois, il ressent pas ça, tu vois. On a eu des histoires comme ça de gars qui avaient des apps natives et qui sont passés sur du Electron. Et les gens se disent « Ah, mais ça va être n'importe quoi ». Et en fait, pour l'user final, ça changeait rien. Oui, c'est moins performant. Oui, c'est moins ceci, cela. Regarde, Postman, c'est une app Electron. Et regarde ce qu'ils ont levé, le nombre de clients qu'ils ont, le nombre d'argent qu'ils font avec cette app Electron. Et donc voilà, je pense qu'il faut juste se rappeler ça et trouver la bonne motivation. Moi, c'est comme ça que je l'approcherais, du moins. J'aime beaucoup déjà l'approche, mais il y a plusieurs choses à dissocier aussi, tu vois, parce qu'il y a un truc qui était intéressant dans ce que tu dis, qui est la carrière, connaître ton marché. Okay. Là, on est directement dans une motivation, on va dire, pécuniaire ou de carrière, d'ambition, on va dire ça comme ça. Et tu as aussi le deuxième qui est l'ennui, qui est, ça fait 5-6 ans que là je fais du Java, tiens, il y a du Go, c'est quoi ça, tu vois. Il y a aussi beaucoup de ça. Ouais. Donc je pense qu'il y a dissocier les œufs parce que c'est pas tout le monde qui est motivé pour aller chercher un nouveau skills pour faire monter sa carrière, tu vois. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent ah ouais putain la Go c'est chaud, mais sur 100 personnes j'en suis sûr il y en a que 4 qui vont vraiment cruncher le Go jusqu'à la fin, tu vois. Donc il y avait ce point là. Et de l'autre côté, voilà, les trends qui passent. Ah tiens, il y a du blockchain. Ah tiens, il y a du Kubernetes. Ah tiens, il y a ça. Donc ça, je pense que tout le monde passe par là. Voilà, faut pas dénigrer. Tu vois, je suis le premier à avoir fait ça. Mais c'est ça aussi qui te perd, tu vois, qui te dit ah ouais, il y a tellement de trucs à apprendre, il y a tellement de trucs trop cool. J'aimerais trop faire ça. Et c'est là où au final, tu te retrouves dans cette problématique à la fin où tu fais pas mal de petits trucs, mais t'es pas vraiment bon dans un truc. Tu vois ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, en fait, ça va aussi avec la distance que tu peux avoir avec les réseaux. Si t'es tout le temps que sur Twitter, machin et tout, moi je faisais beaucoup à un moment aussi. Tu vois plein de trucs passer, t'as ce sentiment qu'en fait, moment, tu sais jamais tout et que... Alors qu'en fait, si tu regardes bien individuellement, les gars, ils vont toujours avoir une spécialité ou deux. Ouais. Mais toi, tu vois 5 spécialistes passer, donc tu as l'impression qu'il faudrait que tu connaisses ça. Exactement. Ça aussi, c'est un piège à vraiment éviter. Mais d'ailleurs, la première fois qu'on avait eu cette question-là, sur les langages et tout, je me rappelle que tu m'avais dit non, mais en fait, le langage, c'est rien, voit plus le domaine dans lequel tu veux être, et c'est ça qui est le plus important. Et en fait, c'est vrai. C'est vrai. Et ça s'observe sur le temps, tu vois. Même là, dans le nouveau boulot que je fais, finalement, que tu fasses du Rust, du C, du C++, de l'Objective-C, du Swift, ou peu importe le langage que tu vas toucher, tant que tu sais à peu près où t'en es, ou que t'es dans cette bulle de la progress system. Exactement. C'est pas... Et dans les offres, d'ailleurs, d'un G-System, même où tu regardes les offres Rust, le prérequis pour prendre une offre Rust, quand c'est commencé, c'était d'être bon en C ou en C++, tu vois. Parce qu'avec Rust, ça n'existait pas et que tu allais l'apprendre, mais si tu as les compétences pour comprendre comment les choses plus bas niveau fonctionnent, du coup, Rust, ce sera pas un problème, quoi. Tu vas t'y faire. Ouais, exactement. Et ça fait partie aussi de... Tu le ressens aussi dans les offres, hein. Donc, quand tu as des gens qui cherchent vraiment une compétence, ils vont vraiment parler de la compétence, tu vois, dont tu as besoin, que tu dois avoir. Ils vont pas te parler que du langage. Ils vont pas te dire il faut que tu saches faire une loop en C, il faut que tu saches faire ci en C. Non, c'est vraiment comment tu comprends le système, comment tu fais pour développer une nouvelle feature from scratch, et puis tout ça. Et pour revenir sur ce point-là du domaine, les technologies, elles changent. Franchement, même moi, je vois le nombre de technologies passer.
Mais si tu restes dans un domaine, au final, tu auras déjà plus la motivation d'aller chercher la nouvelle technologie du moment, tu vois. Ouais, Parce bien sûr. que tu vois, ah putain, ça peut m'aider à résoudre les problèmes que j'avais et qui étaient super compliqués à avoir Exactement. avec une autre techno. Donc voilà, donc il y a ce truc-là. Donc, et spécialement si je prends l'exemple de Docker, dont on parlait la semaine dernière, où tu as Kubernetes qui arrive derrière, tu vois, et tu dis, waouh, c'est quoi ce truc, tu vois, c'est compliqué. Si tu apprends Kubernetes pour Kubernetes, franchement, tu n'iras jamais au bout. Tu te diras, c'est trop relou. Tu vois. Mais si tu vois déjà que, tu es vraiment dans des grosses problématiques back-end, tu es dans des problématiques un peu DevOps sur du sysadmin, et que tu disais, Docker c'est bien, mais quand tu essayes d'orchestrer, quand tu veux faire du load balancing, tu veux scaler, c'est super compliqué. Ouais. Et tu vois que tu as Kubernetes, là directement, tu avales Kubernetes avec une joie parce que ça t'apporte la réponse, tu vois, que tu attends. Donc, Mais ouais, le domaine, forcément. pareil pour Docker finalement. Oui. Oui, exactement. Pareil pour exactement. Docker. Et c'est ça que je disais, quand il y a une espèce de motivation, ça devient un véhicule qui te transporte vers cette nouvelle développeur expérience que tu vas trouver ou problème que tu pouvais résoudre avec 200 lignes de code qui maintenant ça tient une command line ou whatever. Donc ouais. Donc ouais. Je pense que c'est ça, il faut pas tomber dans le piège se focus, à un moment donné se donner une target, et quand on change, aussi se dire je change pour de bon, j'essaie d'aller au bout du truc que j'ai voulu atteindre. Exact. Et quand on y est, essayer de s'asseoir ses connaissances, et quand on voit passer trop de trucs, se dire... Mais moi maintenant, je me rappelle, avant j'allais dans tous les sens. Non, j'ai fait beaucoup moins. Je vois les trucs passer, je laisse passer. Je sais que... et d'ailleurs, juste parce que tu as dit une phrase qui m'a beaucoup marqué, on devait peut-être pas en parler autant, mais c'est trop intéressant. C'est que tu as dit, les technos elles changent, mais finalement les problématiques, elles, sont toujours un peu là, c'est juste qu'on essaie d'avoir des nouveaux outils pour les résoudre et tout. Et c'est vrai qu'avoir des connaissances aussi fondamentales, tu vois, on ne demande pas d'avoir le niveau d'aller passer les entretiens chez Google, mais comprendre ce que c'est qu'une complexité algorithmique, tu vois. C'est quoi comment tu designs un système dans son entièreté, les différents composants que tu peux utiliser, que ce soit des serveurs, des load balancers, des bases de données, du cache, avoir comme ça des connaissances un peu macro qui te permettent de pouvoir composer. Ça, je trouve que c'est intéressant. Et ça, c'est immuable parce que le langage, une librairie de cache, pour faire du cache, t'en as dans tous les langages. Quoi. C'est clair. Donc je pense que ça, c'est un point qui est fondamental et qui fait que je pense qu'il y a des ingés qui restent longtemps sur le marché aussi parce que les technos passent, mais eux, ils prennent les outils qu'il y a sur le moment et puis ils font avec et puis ils règlent les problèmes exactement. Comme il le faut. Donc, on va dire, pour conclure, on va pas non plus dénigrer l'idée qu'il faut des experts dans un langage, mais il faut être sûr que ça serve une problématique, on va dire ça comme ça. Être expert pour être expert, connaître Python sur le bout des doigts, c'est bien si ça t'aide à résoudre un problème en moins de 10 minutes. Mais si c'est juste pour le mettre sur ton CV, je pense pas que ça fera une grosse différence. Tu vois. Et voilà. Ouais, exactement. Écoute, sur ce point-là, je pense que c'est assez clair et puis on pourra en revenir plus tard sur d'autres problématiques. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Exactement, je pense que ça reviendra facilement. N'hésitez pas à nous dire en tout cas. Ouais, clairement. Maintenant, si on parlait du sujet principal, parce que la dernière fois, tu nous as dit que tu voulais parler un peu d'IA. Intelligence artificielle, AI, c'est mieux de dire AI, je crois. Artificial Intelligence. Ou même pas, on dit juste c'est du chat GPT. Je dis pas AI, franchement. C'est du chat GPT. Chat GPT, T'as plus besoin d'utiliser la confusion de ouf. En gros, je partais du constat, mais c'est une discussion qu'on a avec Olivier, que moi, l'IA, elle est très présente dans mon quotidien. Pourtant, le gros de mon quotidien, c'est pas de pisser des lignes de code et de lâcher le plus de features possible. Moi, j'ai un boulot qui est plus orienté recherche, où je creuse un peu des trucs, j'essaie de dépoussiérer des API, de les wrapper avec du C++, donc c'est un truc qui est assez niché. Et finalement, mon but, c'est plus d'aller comprendre des concepts, des informations, pour savoir ce que je fais, être sûr de ce que je fais. Et pour ça... historiquement, quand j'aborde un nouveau sujet ou quand je faisais un truc de recherche, j'avais toujours des mentors pour m'accompagner. Je mettais beaucoup de temps à chercher certaines ressources.
et maintenant on a l'IA, tu vois. Et donc moi, quand la dernière fois on en parlait et tout ça, et que je voyais que toi, bah du coup, c'était pas trop ton... T'étais pas super sensible à ça, ça m'a fait tilter en me disant, bah tiens, ça pourrait être intéressant justement que moi je te dise un peu pourquoi je trouve ça cool et qu'est-ce que j'en fais au quotidien, quel est mon ressenti. Donc on va partir du ressenti, ensuite on va parler des use cases, et toi de me dire voilà, ce que t'en penses, et peut-être comment toi tu vois aussi l'IA de ton point de vue, quoi. Tout simplement dans le scope de la développeur productivity et de l'assistance pour les devs, quoi, en gros. C'est le scope d'aujourd'hui. Ok, bah écoute. Tu veux peut-être dire quelque chose pour non, je commence ma plaidoirie. Ça fait quelques années que j'essaie de rester dans le coup, même si j'ai 10, 15, 16, peut-être 17 ans d'expérience aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, je vais me sentir vieux. Oh là là, je t'ai pas né. C'est pas vrai. M'écoutez pas, j'étais né. Mais non, bah vas-y, je t'en prie, je te laisse démarrer. Et ouais, alors le sentiment, c'est pour moi, si je te dis genre, tu m'enlèves Copilot par exemple, c'est compliqué. Ah ouais, non, là t'abuses. C'est compliqué, pourquoi ? Non, là t'abuses. Pourquoi je t'explique ? Ça fait que un an que c'est là, Copilot. Ça aurait dit, les gars. Non, moi j'utilise un peu plus que ça quand même. Mais parce qu'il y avait une bêta avant, etc. Bref. Okay. Pourquoi ? Pour des trucs tout cons. Faut pas croire qu'en fait, et notamment c'est vraiment le truc que je vais genre les gars qui disent écris-moi une application, etc. Je pense que c'est mal utilisé. Alors, certes, ChatGPT peut te générer beaucoup de code, Copilot aussi, mais moi c'est sur des trucs tout bêtes. Genre en C++, en Objective-C et tout, le semicolon, tu vois, c'est si tu l'oublies, t'es mort. Alors en JS, c'est pas du tout pareil. Et en fait, sur Vim, souvent, je viens et je fais un Shift C, et ça efface, tu sais, le reste de la... Ouais, je crois que c'est Shift C, et ça efface le reste de la ligne. Et si c'est pour changer un nom de variable parce que je l'ai changé au-dessus ou machin, il est assez intelligent pour leur compléter la ligne avec les bons noms de tout ce que j'ai changé, et du coup je peux faire tac 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 tac, je peux aller assez vite comme ça. Alors... Et tous les semicolons que j'oublie, ou si je suis 3 caractères avant, il aurait fallu qu'en Vim je quitte le truc, j'aille à la fin de la ligne et je rajoute, et bah Copilot comprend qu'il manque un truc dans la ligne, et il va me le rajouter, tu vois. Donc tous ces mini trucs là, quand je les enlève finalement, c'est un peu problématique. Quand c'est des fonctions un peu répétitives où il y a juste 2-3 trucs qui changent, etc. Donc je peux copier-coller. Mais il est aussi intelligent des fois pour pas que j'ai à le faire. Et qu'au moment où je passe en mode edit sur NeoVim, directement ils me mettent le bout de code qui va et j'ai peut-être un truc à changer, même pas en général. Tu vois, si vraiment c'est bien fait, j'ai pas. Et du coup, mon cerveau il est moins dans aller taper comme un gros bourrin pas mal de lignes. Il est plus dans le suivi du flow de l'information et dans ce que je suis en train de faire, dans la logique de ce que je suis en train de faire, que dans je suis en train d'avoir de l'overhead, en train de taper des choses qui sont verbeuses, etc. Alors, attends. Spécifiquement... Je peux te couper sur un truc. Parce que je t'écoute, mais il y a un truc que j'ai dû comprendre, c'est que donc, tu utilises Copilot avec Vim. NeoVim, ouais. Donc déjà pour moi... Mais c'est Vim, c'est le plugin Vim. Ok, non, bien sûr. Mais déjà pour moi, ça pour moi, c'est un bug dans ma tête, tu vois. Dans le sens où... Pourquoi ? À la base, Vim, il y a un côté où tu as envie de te délivrer de tout ce côté un peu automatique. Enfin, tu vois, tu as un full contrôle où tu as ton shortcut, tu montes en haut, tu descends en bas, tu vas à gauche. Enfin voilà, dès que tu as compris, tu vois, la Matrix... T'as plus besoin des images, t'as juste besoin déjà des carrés qui descendent, tu vois, comme dans Matrix. Mais là, tu me dis que finalement, ce côté-là, tu t'en affranchis quand même un petit peu parce que Copilot, il revient te mettre un autre traumatisme que tu ne veux plus gérer avec ton cerveau. Alors que Vim, c'est fait pour ça à la base. Exactement. Mais ce serait pareil sur VS Code. Ouais, je sais, non, mais ne parlons pas de VS Code, ok ? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait... Non, j'ai compris. Toi, t'as une interprétation de ce que Vim sait, et c'est pour ça que je suis sur NeoVim, déjà. Parce que la philosophie, elle est pas du tout pareille. Moi, si je trouve mon NeoVim là, j'ai des outils de recherche avancés, j'ai une intégration de Git, j'ai tout un tas de choses qui améliorent ma productivité, qui sont simplistes quand tu le compares
à VS Code, notamment, ou IntelliJ. Mais moi, ces outils-là, Évidemment, je pense que j'ai un setup malgré tout assez minimaliste, parce que je pense que Copilot fait partie des plugins que j'ai. Je pense que j'ai un truc pour la recherche. C'est 2 trucs que j'utilise le plus. Et j'ai une espèce de barre sur le côté qui est un peu stylisée, façon VS Code, avec 3 onglets, où je peux savoir les buffers qui sont courants ouverts, et tout ce qui est Git, tout ce qui est modification Git en cours. Et je peux aller voir les diffs et des trucs comme ça. Donc faisons un... Ce qui me semble pas être, tu vois... Faisons un épisode spécial Vim. Parce que là, Ok. Bref, en tout cas, c'est pour dire que je pense que ça n'a rien à voir avec le fait que tu veuilles t'affranchir d'un truc ou pas. Ça a juste à voir avec je place mon cerveau. Non, bien sûr. Pour moi, c'est ça je comprends. Premier point. Mon premier use case que je trouve intéressant, et j'utilise comme ça, c'est que des fois, je suis en train de devoir prompter. Tu vois. Donc, je suis en train de prompter, d'expliquer un problème que j'ai. Tu vois. Ça peut être des fois avec C++, tu te prends les pieds tu te prends le pied dans le tapis avec la mémoire. Ça arrive. Ouais. Je pense même au meilleur. Donc, je rougis pas du tout de ça. Donc, des fois, j'essaie de remodeler, donc j'essaie de lui expliquer, etc. Et des fois, en réexpliquant des choses, il va me dire, bah là, tu m'expliques un truc que tu crois comprendre qui n'est pas ça. Donc, c'est un peu le premier use case, c'est le petit canard. Ouais. Qu'avant, on essayait de se poser, puis du coup, de se faire chemin mental. Sauf qu'en plus, là, quand on va prompter, le canard va nous dire, ah mais là, je pense que ce que tu n'avais pas compris, c'est qu'en fait, c'est pas pour ça, mais c'est fait pour ça. Et là, du coup, tu changes ta misconception. Le gars va te dire, voilà, en fait, ce que tu devrais faire, c'est ça. Sans avoir tapé de code en général. Hein. Tu peux même être très juste dans le flow. Tu décris ton flow, là où t'en es, etc. Ton langage, parce que forcément, il va y avoir des impératifs liés à ça. Surtout quand tu parles de mémoire. Et du coup, c'est un petit canard plus. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça te force à formuler aussi les choses, à réexpliquer. Et des fois, ça m'est déjà arrivé aussi qu'en écrivant le prompt, je comprenne mon erreur, tu vois. Donc c'est l'effet petit canard classique. Et si c'est pas le cas, eh ben, je vais avoir ChatGPT qui va pouvoir m'aider à me poser d'autres questions, à me poser des choses plus loin, à me donner des approches. Des fois, et tu vois, il va pas te pisser du code. Des fois, il va te dire, pense à l'error handling, pense à ceci, pense à cela, pense à cela. Et ça va te donner une piste. Et du coup, tu vas repartir dans le code avec une vision plus fraîche. Ce qui est assez drôle aussi, c'est que j'ai remarqué que souvent ils proposent au bout d'un moment un peu les mêmes choses, et donc des fois, au bout d'un moment, tu commences à le ressentir, parce que ça fait 50 fois qu'il t'a répété pense à tel problème. Au bout d'un moment, tu sais qu'il va te le dire, et donc tu lui demandes même plus, tu vérifies ce truc-là en question. Mais vas-y. Mais la question que j'ai, c'est est-ce que tu as vraiment l'impression d'apprendre, ou tu as juste l'impression, enfin tu vois, en mode fast-food, tu prends le truc, tu l'appliques, et voilà, tu vois, c'est parti. Ou est-ce que tu as vraiment l'impression que ça va rester il faut... dans ta mémoire, en fait? Si c'est une fois, non. Non, si c'est une fois, non. Ok. Voilà. Si c'est une fois, non. Si c'est une fois que j'ai posé cette problématique-là, que je l'ai rencontrée. Par contre, au bout de 2 fois, je me rappelle, mais putain, j'avais pas demandé déjà ça une fois. Et après, tu vois, ça commence à venir notamment problématique. T'as un header file, tu vois ce que c'est? Tu te rappelles bien? C'est les points H en C, là, qui exposent que l'interface de ton code. Et nous, on veut que ces header files-là, ils aient le moins de trucs platform related. Donc pas de trucs Apple, pas de trucs Linux, machin. Donc on a un pattern. En fait, tu crées un type qui est vide, que tu vas définir dans ton fichier d'implémentation. Okay, ça s'appelle Pimple. Okay. Et du coup, je cherchais à chaque fois comment je pouvais faire ça. Une fois, j'étais tombé dessus, je l'avais utilisé, puis j'avais oublié. Et du coup, la dernière fois, je lui ai redemandé, et on est revenu au même truc, sauf que là, il avait un... Du coup, j'ai recherché c'est quoi ce pattern. Ça a un nom? Oui, c'est un nom, ça s'appelle Pimple, machin. J'ai trouvé sur la doc de C++ le truc, donc j'ai lu des choses, etc. Donc je pense que c'est toi, en fait, qui va apprendre. Le truc te fera pas apprendre. C'est est-ce que toi, t'as vraiment envie d'apprendre? Si de toute façon, tu le faisais pour faire du shortcut, bah c'est du shortcut, t'apprendras rien. Mais moi... Et juste avant de te redonner la parole, tu peux très bien lui dire, quand tu me génères du code, tu me commentes chaque ligne pour m'expliquer ce que ça fait. Je ne comprends pas telle chose, tu m'expliques. Tu me donnes tous les concepts clés, tu peux me donner des liens à lire en plus. Si tu veux, tu peux faire un prompt qui est très complet, où le gars va te donner ce dont tu as besoin. Tu vois. Mais après, ça reste toi l'ingénieur, et la volonté vient de toi finalement. Mais... Désolé, mais c'est intéressant parce que dans ta description, moi, le premier truc à lequel ça me fait penser, c'est la nouvelle version de Stack Overflow, en fait. Parce que Stack Overflow, c'est aussi un côté fast-food.
Tu viens, tu copies, tu pastes, tu... Si tu veux, tu vas un peu plus loin. Ouais, je vois ce que tu veux vas dire. un peu plus loin, tu mets des commentaires, tu demandes, blablabla. Il y a des gars, ils font des vraies réponses, tu vois, pour le coup, à la chat GPT. Mais j'ai l'impression que ça, en tout cas dans cette problématique, comment tu l'exposes, ça fait beaucoup penser à Stack Overflow, parce que ça va être pareil. Un mec qui n'utilise pas ChatGPT, il va demander à Stack Overflow 5 fois la même chose avant qu'il le retienne vraiment, tu vois. Ou alors qu'il fasse une vraie recherche. Deux trucs. Oui, sur Stack Overflow, tu as deux types de réponses. Tu as les réponses bonjour, voilà le code, et tu as les réponses détaillées. Et même là, je cherchais des trucs cette semaine sur des trucs Apple, et je trouvais des gars qui faisaient vraiment des réponses détaillées. Exact. Et donc là tu as des liens, tu peux aller faire de la lecture après dans ta to-do list et tout. Donc ça c'est très très cool. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, j'ai déjà oublié, c'était par rapport à... j'ai oublié, mince. Non, il n'y a pas de souci. Donc ouais, toi, ton doute, c'était est-ce que tu apprends ou tu apprends pas. Après, tu as parlé de Stack Overflow. Ah ouais, c'est... de toute façon, il y a le côté... À partir du moment où tu automatises quelque chose, c'est comme tu dis, c'est quelque chose que ton cerveau ne veut plus gérer. Et forcément, t'as ce risque-là. Voilà, t'as un gros risque sur est-ce que tu comprends vraiment les choses, tu les apprends bien et tout. Et j'imagine qu'aussi, il y a aussi un niveau d'erreur qu'il faut gérer, tu vois, qui n'est pas évident. Et ça, je vais en parler. Parce qu'au moins, c'est marrant de faire la comparaison avec Stack Overflow, parce qu'au moins, dans Stack Overflow, tu mets un moins, tu vois, dans la réponse. Ça, c'est une réponse de merde, tu vois. Et quand tu viens, t'as la réponse qui a, je sais pas, 10 000 likes, et la réponse qu'on a moins 8. Donc tu sais que la moins 8, déjà, tu vas même pas la regarder, tu vois. Donc t'as un espèce de feedback qui est pas mal, où tu peux filtrer l'information. Tout à fait. Où ChatGPT, je sais pas. J'ai pas vraiment expérimenté dans ces cadres. Je vais parler de ça, de comment je limite ça, un peu plus loin. Quand ce sera mon troisième use case. Et là, juste une phrase, c'est ce que je voulais dire que j'ai oublié tout à l'heure. C'est pour moi, ChatGPT a réussi là où la documentation a échoué. Wow. C'est-à-dire que tu veux utiliser un truc, une librairie, un truc, et je te parle des trucs en C du Moyen-Âge, hein, qui pue. Tu regardes l'interface, tu comprends rien. Si tu regardes le man, tu comprends rien. Tu dis que tu as un use case, tu dis voilà, je voudrais faire ça en utilisant cette API, toi tu te fais un exemple très très simple. Il va être capable de t'expliquer chaque paramètre que tu vas devoir passer à l'API, machin, pour ton use case précis, pour toi, pour l'utilisateur que tu es toi. C'est-à-dire que tu lui expliqué, je suis un débutant en programmation système, j'ai mon background qui est ici, toi, ChatGPT, tu es un instructeur spécialisé en... Ton but, c'est de m'aider à comprendre les concepts et machin. Et déjà, ce travail de prompt-là, il va vraiment influencer la qualité de ce que tu vas recevoir. Et j'ai d'autres techniques, une autre technique que je vais exposer après. Et donc là, à partir de ce moment-là, notamment, je me rappelle quand j'avais utilisé POSIX-Spawn, là, une API IC, mon gars, la première fois que j'ai lu le man, j'ai cru que j'allais m'évanouir. C'est ma première tâche, tu vois, dans mon nouveau poste. Et donc, au début, j'utilisais GPT, donc je cherchais des trucs et tout. Et je crois que c'est grâce à ça que je m'y suis mis. En disant, tiens, je pourrais peut-être retirer des infos et tout. Et pour ces vieilles API qui ont des ergonomics pourris, qui viennent d'un autre monde, nous, ça nous permet de coller un petit peu, d'avoir un lien. Et du coup, moi, c'est ça que... C'est là où je dis que, tu vois, finalement, la documentation, c'est un truc très figé, qui est en général fait par une personne, pensant que certains types de lecteurs vont la lire. Sûr. Donc c'est biaisé par rapport à ce que c'est un mec déjà qui l'écrit, mais ça c'est normal. Ton ChatGPT fait qu'essayer de reproduire ce qu'on fait, donc ça on peut dire que c'est pas trop un problème, mais il pense surtout que c'est Olivier API spécialiste qui va lire la doc. Et pas que c'est Thomas qui a 3 mois d'expérience. Et donc du coup, Thomas qui a 3 mois d'expérience, il a besoin d'une interface pour connecter ce que la doc dit et ce que lui peut comprendre. Et là, je trouve que, c'est pour ça que j'ai dit que ChatGPT, c'est ouf. Et j'ai plein d'exemples avec plein d'API, des trucs un peu chiadés en C ou même en Swift ou des trucs bas niveau, où moi, ça m'a facilité la vie. Après, j'ai compris plein de concepts de programmation système parce que j'ai vu des patterns arriver une fois dans une fonction, je l'ai revu après, je dis ah oui, c'est vrai, souvent ils font ça. Tu passes la length de l'arrêt en integer et tu passes l'arrêt.
Tu dois passer les deux. Ouais. Tu passes pas juste un arrêt. Tu dois donner sa length avec. Et si c'est pas la bonne, ça fait péter ton programme, tu vois. Sûr. Et ça, c'est un pattern qui existe en C, il faut le comprendre. Et la première fois que tu le vois, t'es un peu en mode c'est chelou. Voilà. Non, c'est intéressant. Ce que j'aime bien, c'est ce que tu dis, c'est que il y a le côté où ChatGPT ou en tout cas Generative AI, il va juste comprendre la documentation d'une certaine manière et il va essayer de te la traduire dans un langage que tu comprends. C'est ce que je comprends de ce que tu dis. Mais c'est ça. Mais je pense que le plus flippant dans tout ça, c'est que t'as un filtre entre toi et la documentation en fait. Enfin, tu vois. S'il y a une erreur, c'est dur à spotter. Enfin, tu vois, c'est comment tu fais pour spotter le faux du vrai dans tout ça, en fait. J'y arrive. Juste mon deuxième use case, avant d'arriver, parce que je parle de l'erreur dans le troisième. Deuxième use case, c'est quand tu veux apprendre un truc. Donc, tu vas aller chercher des tutos, d'habitude. Donc, c'est toujours ce qui m'arrive de faire. Hein. Je dis pas que je fais plus. Mais des fois, je fais un gros prompt à ChatGPT en expliquant où je veux aller, ce que je veux apprendre, ce que je voudrais faire. Et lui demander de me faire un tuto, from scratch, step by step. Et je lui donne cette instruction-là, qui défonce. Je lui dis, tu me donnes une step à la fois, et tu attends que je t'ai dit que ce soit bon pour me donner la suivante. Ce qui fait que quand il va te donner une première step, tu sais notamment quand tu as plein de trucs à setter sur un projet, tu pars from scratch, tu peux vite fait te prendre, si tu as 50 lignes, tu vas un peu trop vite, tu vas pas savoir quand t'arrêter, quand vérifier. Et tu peux même lui dire, à chaque étape, donne-moi un truc qui me permet de vérifier que j'ai bien fait ce que tu m'as demandé de faire. Et donc, si toi, tu croises une erreur sur cette première step, tu peux entamer la discussion avec lui. Tu vois, t'es pas obligé de dire, en fait, dans la step 1, tu m'avais donné parmi les 14 steps qu'il y a marqué dans le tuto, est-ce que tu peux machin ? Et ça, je trouvais ça hyper flexible. Très peu d'informations qui viennent une fois. Tu te concentres à faire que ça. T'as pas d'autres distractions autour. Donc, t'es vachement dedans. Et tu vérifies si ça marche. Et si ça marche pas, t'as un assistant pour t'aider à ce que ça marche. Tu peux même envoyer des screens aujourd'hui, si t'as un truc comme Xcode où tu sais, t'as beaucoup de réglages et machin, où c'est pas forcément de la programme. Tu peux même envoyer des screens de ce que t'as et lui dire tiens, j'en suis à là. Il va te dire bah non, t'as oublié de cocher ça, ou sinon tu vas dans tel réglage, ensuite tel truc, tel machin. S'adapte à ta vitesse. Ça. D'apprentissage. Exactement. Du coup, sans vouloir spoiler, parce que je donne ma méthode. Après, le troisième use case, c'est au travail. Mais du coup, par rapport à ta question des erreurs, plus tu as un scope qui est réduit, c'est ça la conclusion. Plus tu as demandé un truc scopé, précis, plus l'erreur elle est facile à spotter. Parce que ce soit dans un tutoriel où tu vas faire un truc, une petite étape, je crée mon projet sur Xcode, ou que ce soit, j'ai eu telle erreur en C++, j'arrive pas à comprendre, est-ce que tu peux m'expliquer l'erreur ? Il t'explique l'erreur, il dit potentiellement c'est ça que tu devrais changer, t'as pas passé une ref ou t'as pas passé une const. Tu vas, tu passes ta const et tu regardes si ça fonctionne et machin, si ça résout ton problème en fait. Si maintenant, bonjour ChatGPT, est-ce que tu peux m'écrire une application qui est super bien et qui fait un chat machin, etc. Il te génère des tonnes de code. Tu peux être sûr que quand tu vas faire node npm start, ça va cracher tout de suite. mais d'ailleurs, moi ce use case là, je l'ai pas. Et c'est pour ça que le tuto finalement il va te générer peut-être tout le code qu'il faut avoir. Mais comme il te le génère step by step et tout, tu as pu isoler les problèmes de génération. Et finalement, bah voilà, c'est pas... En plus, dans des langages fortement typés, les erreurs, tu les vois aussi plus facilement parce que tu as une feedback loop qui est plus forte. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième use case. Il y a une vraie question qui est de... Est-ce que... Toi, aujourd'hui, tu as quand même... on va dire, tu as quand même roulé ta bosse, tu vois. Dans le sens où... tu as quelques années d'expérience, tu as déjà rencontré plein de problématiques, tu sais comment débugger, tu vois, tu as plein de soft skills, tu vois, autour de ce que tu essayes d'apprendre. Est-ce qu'un junior, tu penses, ça marcherait pour lui ? Parce que là, quand tu le dis comme ça semble simple, mais j'ai pas l'impression que, tu vois, un petit junior qui... En fait, oui, il faut il faut une forme de discipline ou de... Je sais pas comment le dire. Il faut une forme de pas de sagesse, tu vas me dire, ça raconte, mais c'est pas du tout ça que je veux véhiculer. Mais d'ailleurs, tu l'as dit, et puis j'ai voulu le dire, mais tu parlais, donc je l'ai pas dit. Pour le développeur qui est junior, je déconseille de mettre son nez dans l'IA pour passer ses examens, ou pour pondre des trucs au taf, ou les vendre sans regarder ce qu'ils font, et s'ils comprennent à peu près, c'est bon, tant que ça fonctionne, c'est bon. Par contre, ce que je recommande, c'est l'histoire du canard.
je suis face à un problème dans mon exercice, j'y arrive plus, ça fait 15 minutes que j'ai cherché, j'ai googlé, j'ai fait ce que... J'y arrive pas. Donc là, je dis à ChatGPT, j'isole mon problème au maximum, j'essaie d'avoir un exemple qui est limite reproductible hors de mon projet, et ensuite je vais dans ChatGPT. Parce que là, j'ai isolé mon problème, je comprends vraiment pas ce qui se passe, il me manque une connaissance, je vais chercher la connaissance. Et ChatGPT pourra me redonner les concepts clés et tout ce qui va autour. Le tutoriel, pareil. C'est-à-dire que là, tu as fini ta formation, et il y a quelque chose qui manquait dans ta formation. Un truc qui n'est pas assez couvert, qui est peut-être trop récent ou je sais pas quoi. Et tu veux un tutoriel un peu custom. Très très bon use case aussi, avec le step by step comme je t'ai donné, etc. et toutes ces étapes-là. Donc effectivement, si le junior il pense qu'il va venir et qu'il va arnaquer tout le monde en mettant du code généré, et je l'ai vu avec des juniors que je peux coacher, où des fois il y avait du code généré qu'ils n'avaient pas compris. Et du coup, quand tu creuses 2 minutes, tu vois vite qu'ils n'ont pas compris. De toute façon, donc je pense que... C'est une petite parenthèse, hein, comme je disais, au final, c'est le nouveau Stack Overflow. Enfin, avant, tu avais juste la même chose avec Stack Overflow, les juniors, ils copiaient... Copy-paste. Copy-paste, là, tu as juste ChatGPT, mais... Ouais, bien sûr. Mais moi, je comprends, D'ailleurs, dans l'usage, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui contribuent à Stack Overflow en tant que personne qui répond. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions et qui vont juste copier-coller. Du coup, le dernier use case, c'est au travail finalement. Parce que là, je t'ai parlé de résoudre un problème, je t'ai parlé de tuto, donc ça peut s'appliquer au travail, mais aussi en dehors. Et au travail, moi, qu'est-ce que je fais? Donc au travail, quand j'ai des problèmes, quand j'ai des choses, j'essaie de faire ce que j'ai dit juste avant, j'ai un peu me répéter, mais c'est d'isoler le concept. En fait, c'est de lui demander en 2 temps un truc conceptuel, donc de partir vraiment de l'écrit, pas de code. Et si tu dois lui faire générer du code, fais-lui générer une fois que vous êtes sûr que vous êtes compris au niveau des concepts et que toi, tu as compris les concepts et que tu as compris l'articulation, l'algorithme, ce qui traînait autour de la logique de code qui doit être là. Ensuite, si tu veux générer la fonction parce que tu vas gagner du temps, voilà. Bien sûr. Je pense qu'il y a aussi un côté où, si tu prends la calculette, par exemple, je pense que le jour où il y a eu la calculette, faire des calculs mentaux, c'est devenu mon hype, tout d'un coup. Mais ça veut pas dire qu'on a des mauvais mathématiciens ou tu vois tout ce qu'on fait avec l'AI, etc. Tu vois. Donc je pense que effectivement, avant on générait, peut-être il y avait un truc sur la capacité d'un mec à pondre beaucoup de code tout seul, machin et tout. Peut-être dans des environnements très fermés comme l'armée ou ChatGPT, tu vas pas l'utiliser, ou la NASA, etc. Dans les jobs où on va faire des applications SaaS pour t'aider à faire des trucs dont de toute façon t'auras peut-être même pas vraiment besoin. Bon, je pense qu'on n'est pas à sauver des vies, donc je pense que pour ces use cases là, ça peut faire partie de ça, à condition que ton but c'est pas je génère beaucoup de code et j'ai plus à coder. C'est-à-dire que finalement, je remarque que je suis la personne qui demande à ChatGPT. Et j'ai eu le cas avec un algo de parsing dans une URL il y a 3 jours. Et je disais, mais tiens, ce serait quoi ton approche? Comment tu ferais? Parce que j'avais regardé un truc sur Fastify, donc j'avais vu comment le mec faisait. C'était du JS et tout. Il utilisait une certaine méthode. Donc déjà, je vais lui demander, voir, est-ce que je dois prendre l'algo que j'ai trouvé sur Find My Way, la librairie utilisée par Fastify, ou si je dois prendre un autre pattern. Il m'a proposé autre chose. Et dedans, il y avait une grosse erreur. Je l'ai vu dès qu'il a généré le code. Je lui ai dit, mais tu sais que ça pourra pas marcher. Donc je lui ai fait comprendre. Il m'a dit, ah oui, ça peut pas marcher parce que t'as dit. Et finalement, tu vois, je comprends le code parce que je suis capable de dire qu'il marche pas. Et ça m'a trop fait du bien en fait. Parce que je me dis, ça, c'est l'argument contre ceux qui disent que finalement, bah non, tu comprends plus ce que tu fais ou machin. Tu vois. Non, c'est. Et voilà. Je pense que ce sera un peu. Pas mon mot de la fin, mais c'est de dire, bon, bah, tu peux utiliser à différents degrés. Ça dépend juste de comment toi tu te places avec ça. Moi, ça n'a pas remplacé les bouquins que j'ai autour de moi, que j'utilise toujours en complément, on va dire. Des fois, et puis des fois, tu vois, il va dans des trucs où 2-3 fois, tu vois que sur un sujet, il vise un peu à côté. Ça m'est déjà arrivé, j'ai pas d'exemple là. Des fois, tu lui demandes de faire un truc, il répond, soit il répond 3 high level, ou des fois, il fait tout l'inverse. Et voilà, et des fois, ouvrir juste le bouquin avec toutes mes références en C++ dedans pour voir ce que telle fonction peut faire ou tel truc de la librairie standard me va mieux, quoi. Donc, encore une fois... non, je sais pas. Je pense pas qu'on arrêtera d'écrire des bouquins et je pense que ça va pas bouger, mais ce qui change, c'est la valeur qu'on peut accorder, je pense, à écrire du code de manière mécanique. Ça, c'est un truc qui est révolu. Et c'est notre capacité à aller apprendre de nouvelles connaissances
sans forcément être accompagné. Bien sûr, il faudra toujours être accompagné parce que, at some point, il y a des trucs que tu vas pas comprendre, ou il y a des trucs que lui-même pourra pas t'expliquer bien. Mais pour beaucoup de choses, j'ai remarqué que des fois, il me disait pas mal de choses intéressantes. Il y a à boire et à manger, etc. Il faut isoler un peu les choses. Mais moi, De toute façon, si j'avais eu que des erreurs dès le début et que des problèmes, j'aurais pas continué. Mais vas-y, t'as une question. Mais je pense que là, t'as parlé de deux choses, parce que déjà, il faut que je comprenne aussi. T'as parlé de ChatGPT, donc là, c'est ce que tu dis là, et Copilot. Donc finalement, tu utilises les deux. C'est un seul outil où tu peux tout faire. Non, moi, en fait, là, c'est vrai que j'ai pas précisé, t'as raison. Au début, j'ai parlé de Copilot pour le use case parce qu'il est très, très isolé. Et après, tout le reste, c'était du ChatGPT. Tu peux, dans Copilot, des fois, c'est drôle parce que des fois, ce que je fais, parce que je suis un petit malin, si à un moment donné, j'ai demandé une fonction générée à ChatGPT, après avoir bien donné mes requirements, bien expliqué ce dont j'avais besoin, compris les concepts que j'avais besoin pour résoudre ce problème dans le langage, etc., il peut m'arriver de lui demander de générer une fonction. Quand c'est le cas, je prends la signature de la fonction, simplement la première ligne, je la tape dans Copilot et je me mets en edit juste à la fin pour voir ce que lui va générer. Et des fois, je peux comparer et je peux voir qu'il y a des différences, des choix qu'ils font, soit dans la syntaxe, etc. Ça, c'est le cas où Copilot vient en complément de ChatGPT. Mais Copilot, c'est vraiment pour les petits trucs de remplacement où je vais un petit peu plus vite. Ouais, bien sûr. Voilà. Ok, non, c'est intéressant. Ou les traités répétitifs, if méthode égale get, alors machin, tatati, le temps que tu refactores un bout de code ou machin. Des fois, pour les tests, quand il comprend comment je suis en train d'écrire des tests, des fois il déduit ma logique d'écriture de test, il peut savoir les prochains tests que je peux avoir envie de faire. Donc je commence à écrire le début, et boum, il me génère le truc. Donc ça aurait pu être du copier-coller encore une fois. Mais pareil, c'est juste une autre façon de voir la chose finalement pour moi. Et voilà, ça c'est l'usage vraiment de Copilot, quoi. Non, c'est intéressant. Qu'est-ce que j'allais dire ? Dans mon cas de figure, en fait, j'ai toujours... Il y a aussi le côté un peu vieillot, tu vois, dans le sens où dès que tu vois encore un nouveau truc arriver, tu laisses la tendance s'amuser avec et tu vois si ça apporte vraiment du bénéfice, tu vois, à tout le monde. Donc il y a ce côté-là où forcément je saute pas dessus. Il y a le deuxième côté où, tu vois, quand tu as déjà bien optimisé ta façon de bosser, amener du changement, c'est pas évident. Sauf si tu as ça à mettre une vraie très grosse valeur. Ça veut dire que moi, je sais que pour du dev, j'ai dû utiliser peut-être une fois ou deux ChatGPT parce que j'avais une ligne qui arrêtait pas de péter, je savais pas pourquoi. Et là, j'avais vraiment mon contexte, j'avais besoin d'une réponse pour mon contexte, donc je l'ai collé dans ChatGPT. Il m'a dit, ah ouais, ça marche pas à cause de ça. Tu vois, c'est dû le faire, mais franchement, peut-être 2 fois, quoi, tu vois. Mais après, au-delà de ça, c'est comme je disais, c'est un peu comme... je sais pas comment dire. J'ai vu ça passer tellement de fois avec... à l'époque, quand juste WordPress, par exemple, quand WordPress est arrivé, tu vois, il y avait le côté où, ah ouais, putain, il n'y a plus besoin de dev, tu vois, maintenant, tu peux avoir ton petit site tout seul et tout gérer par toi-même. Ouais, mais ils font tout ça, no code, il n'y a plus besoin de dev, no code. Oui, bien sûr, ils le font. Il y a toujours ça qui vient et, tu vois, et qui aide, alors qu'à la fin, tu vois vite que ce qui fait vraiment la différence, c'est si tu as vraiment construit un vrai core skills derrière, en fait. Tu vois, c'est comme tu dis, c'est le genre d'outil que tu peux aider qui peut t'aider pour ajouter de la valeur. Mais si tu ne l'as pas, tu peux aussi ajouter de la valeur tout seul. Tu vois, et ça, je pense que c'est plus important. Ou encore une fois, tu ne vas pas passer une demi-heure à débugger ce que ChatGPT t'a donné. Tu vois. Donc, ouais, non, si on sait que c'est useless. Et après, non, mais c'est un bon truc, quoi. Et le deuxième parallèle, c'est comme on disait, on a un petit peu parlé de Vim, tu vois, qui est comment... à la base, tu vois, dans mon use case en tout cas, Vim, il est vraiment minimaliste. Donc ça veut dire que j'ai vraiment pas beaucoup de plugins ou autres, parce que j'ai appris à développer une différente manière d'être productif, on va dire ça comme ça. Là où même avant, quand j'utilisais les vrais anciens IDE, c'était très très important pour moi d'avoir les recherches, l'autocomplétion, voilà, beaucoup de choses qu'aujourd'hui VS Code fait. Aujourd'hui, j'en ai vraiment pas besoin parce que j'ai appris à mettre des cheminements dans mon cerveau qui sont totalement différents, qui me permettent d'aller 15 fois plus vite qu'une personne qui va utiliser justement l'autocomplétion. Parce que au final,
comme tu le dis, hein, c'est bien pour la compréhension, c'est bien pour générer du code et tout, mais il faut pas oublier que tu as quand même du temps à mettre à préparer tout ça. Comme tu le dis, même pour expliquer, quand tu fais du chat GPT, tu dois bien mettre le prompt, c'est-à-dire définir ton contexte en premier, et tu dois bien le définir, et ça, c'est quelque chose que tu peux pas skipper. Si tu le fais mal, le résultat sera mauvais, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi une question de balance entre voir ce que tu peux faire directement, c'est-à-dire une recherche Google, c'est bon, c'est fait, versus tout le temps aller vers ChatGPT qui, lui, te mettra peut-être 15-20 minutes de plus, mais t'y donne plus de satisfaction parce que tu auras un côté un peu plus relax, mais en vérité, tu vois, sur une autre métrique qui est le temps, la vraie productivité ou autre, ou peut-être même l'apprentissage, tu perds, tu vois. Donc j'imagine que c'est moi, chacun j'ai pas l'impression d'avoir perdu. Hein. J'ai pas l'impression d'avoir perdu. Non, bien sûr. C'est pour ça que je dis c'est chacun. Ouais, chacun dans mon cas, voit, je pense qu'il y a le use case, je suis d'accord. Après, on pourra faire une émission sur ça, mais il faut m'expliquer en quoi la recherche textuelle elle est plus longue que faire autre chose, ou je sais pas. Pour moi, c'est plutôt instant, tu vois, je fais une recherche. Mais c'est un autre débat, je veux pas ouvrir cette porte maintenant. Mais on pourra en discuter. C'est pour ça que je parle beaucoup d'automatisme et de... Voilà, c'est comment tu construis ton setup, ta façon de penser, ta façon de développer. T'as beaucoup de choses. Tu vois, j'ai un pote, justement, si on parle de ça vite fait avec Vim, qui me disait, qui m'avait fait la joke il y a un moment déjà, hein. Et il me disait, en fait, les mecs qui sont sous Vim, c'est les mecs qui veulent continuer à conduire des 4L, alors qu'aujourd'hui, tu as genre des Tesla qui existent, qui font tout pour toi. Il y a quand même des mecs qui veulent continuer, tu vois, à avoir le truc pour passer les vitesses tu vois, à la main et tout, gérer les clignotants, gérer, tu vois, le truc. Tu vois, il y a un côté un peu borné, tu vois, là où finalement, je pense que c'est faux. Et donc, c'est une blague, de toute façon, mais je pense que c'est totalement faux. Donc, tu vois, il y a un peu un côté comme ça. La preuve, tu vois, j'utilise Vim avec Copilot et machin, donc c'est pas... Oui. Encore une fois, c'est une misconception. Oui, après, c'est pareil. Après, comme je disais, tu peux ajouter des options sur ta 4L, tu vois, si tu veux. Mais le concept de dire 4L. Que tu veux rester sur un outil qui a été développé il y a 40 piges, au lieu de monter, d'aller juste acheter une voiture, en fait. Ouais, je pense que ça marche. Mais très très non, c'est intéressant. J'ai vraiment beaucoup appris sur le use case, tu vois. En tout cas, utiliser IA. Je dis pas que je vais l'utiliser. Enfin, les miens, du moins. Mais après, dans mon contexte, je fais aussi beaucoup plus de dev loisirs. Donc pour moi, c'est ce que j'allais te dire aussi. C'est peut-être aussi pour ça. J'ai moins de pression de dire je dois délivrer un truc, je dois comprendre un truc, ça doit aller scaler en prod demain, tu vois. Donc je peux comprendre que sur certains contextes professionnels, ça peut beaucoup aider. Ou en tout cas... ouais, parce que si tu regardes, j'ai bossé 1 an chez Postman. Et quand j'ai changé d'équipe, j'ai fait 4 mois et j'ai une promotion. Voilà. Donc en fait, si tu veux être capable de délivrer et d'apprendre, parce que j'aurais pu me dire je vais dans le poste, le temps que j'apprenne, machin. Moi j'avais envie de délivrer quand même. Il y est l'utile à l'agréable. Et ça fonctionne. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc cool. Du coup, c'est aussi pour ça que, comme tu l'as dit, t'as peut-être une pression aussi de delivery, mais t'as quand même envie d'apprendre. Comment tu fais pour essayer de jouer les deux en même temps? Et j'ai l'impression que c'était la meilleure réponse que j'ai pu trouver par rapport à ce que la technologie propose aujourd'hui. Voilà, intéressant. Mais ton statement sur aujourd'hui, tu ne saurais pas faire sans utiliser l'IA, c'est quand même... Non, mais c'est faux. Bien sûr. Si je suis dans un endroit où il n'y a pas de connexion, déjà, à l'avion, il n'y a pas d'IA. Et je code dans l'avion, donc non, je sais faire, en fait. C'est juste que j'aurais plus la même prédiction sur ce que je suis capable d'accomplir, en combien de temps je suis capable de le faire. Voilà, c'est peut-être ça la différence. Ouais, je comprends. Mais si, je serais tout à fait capable de faire. En fait. Non, c'est... Je sais qu'il y a même des use cases où des fois je le disable. Copilot, ça m'est déjà arrivé. Comme les mecs qui se disent vas-y, je vais aller à Marseille, j'utilise pas Google Maps. Allez, je suis chaud. Non, c'était plus parce qu'il m'embêtait plus qu'autre chose, tu vois. Quand je suis en train d'apprendre vraiment, j'ai envie de prendre mon temps, de taper et tout.
Est-ce qu'on passe pas à la session de clôture sur la découverte? Oui. Est-ce que tu as quelque chose à nous faire découvrir cette semaine, cher Olivier? Écoute, moi qu'est-ce que j'ai découvert ce mois-ci? J'ai découvert un truc intéressant. Je sais pas, le mois dernier, on a parlé de Docker avec ce que tu pouvais faire quand tu veux développer dans des containers. Tu vois, donc ce que je fais moi depuis quelques années déjà, genre à la mano avec mes scripts, encore une fois de la bonne époque. Et en fait, j'ai découvert qu'en fait, tu as un truc qui s'appelle container qui te permet de faire la même chose en fait. Et c'est un point dev container que tu peux mettre dans ton repo, tu vois, qui va te permettre de spin-up directement en local un environnement, tu vois, où qui va aller chercher toutes les dépendances, tout ce dont tu as besoin dans le container pour faire runner ce projet-là. Tu vois, et donc voilà, un truc, je sais plus comment j'ai découvert, mais j'étais très met le lien. Oui, on va mettre ça forcément. Donc les gars, essayez d'aller regarder si vous voulez pas vous prendre la tête à comprendre comment développer dans un container. Allez juste dev container. Et vous allez trouver ça directement sur Google ou ChatGPT. Non, peut-être pas dans ChatGPT, parce que ça a l'air d'être nouveau. Alors, ce que tu peux faire dans ChatGPT, tu peux lui passer le lien de la doc. Il est capable d'aller lire et de parser des liens. Ok. Donc maintenant, il a ça sur ChatGPT 4. C'est pas mal. Voilà. Je dis juste... j'ai pas trop expérimenté, mais j'ai expérimenté hier. Ça marchait, mais j'ai pas fait assez de fois pour dire... c'est super. Donc, tester. Et toi, de ton côté? Moi, de mon côté... moi, je vais pas parler d'un outil ni rien. Je vais parler d'un autre podcast qui est français, qui vient de se lancer, qui s'appelle Hands On, qui est animé par un copain qui s'appelle Mathieu. Il y a le premier épisode avec un contributeur Note Secure qui s'appelle Antoine Coulon sur Effect. Et toi, Olivier, je t'invite à le regarder, notamment par rapport à tes équipes de dev, parce que c'est une librairie qui te permet de faire du déclaratif sur comment ton programme va être exécuté. Ok. Et d'avoir toute une espèce de wrapper. C'est assez ouf. Alors, je l'explique beaucoup moins bien qu'Antoine. On mettra le lien aussi en description. Mais c'est un truc c'est un peu dans la même veine que se dire, plutôt que de throw des erreurs et de faire des try-catch partout où tu sais pas trop ce que tu peux récupérer, machin. Tu mets de la sémantique sur tout ce qui peut être. Quand ça se passe bien, quand ça se passe mal, quand ça se passe bien, quand ça se passe mal. Et tu peux déclarer des programmes. Donc c'est comme une espèce de runtime, si tu veux, finalement, que tu as, mais c'est du JS, du TS, il n'y a pas d'extra layer au-dessus. Mais ça te permet d'avoir beaucoup plus de déclaratifs, finalement, et que tu saches ce qui peut se passer ou pas. Et donc, du coup, quand tu codes, c'est beaucoup plus clair et tu as une feedback loop qui est beaucoup plus forte. Parce qu'il te donne tout un tas d'informations sur ce qui peut se passer ou pas. Donc c'est un peu verbeux. Mais je trouve que ça ajoute beaucoup de sécurité, beaucoup de tranquillité. Donc pour des devs qui commencent à être un peu plus matures, je pense que c'est un sujet à mettre sur la table. Voilà. Écoute, ça semble vraiment cool. Je vais essayer d'aller voir... Déjà, écouter le podcast, déjà, ça peut être cool. Et puis après... tu vas kiffer, je pense. Après, voir un petit peu plus en détail le projet en lui-même. Donc, voilà. Yes. Je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui. Beaucoup d'IA. Je crois que c'est bon. Beaucoup d'IA. Du coup, on vous remet la vidéo de la semaine du mois dernier. J'ai envie de dire la semaine à chaque fois, Olivier. Mais non, c'est du mois dernier sur Docker. Et on se retrouve le mois prochain pour un sujet non déterminé. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des sujets en commentaire d'ailleurs. Ça peut peut-être nous inspirer. À très vite pour de nouvelles aventures. Ça marche. Et merci. Ciao. Ciao.